Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Je n'aurais jamais cru que cela m'arriverait. À 64 ans, après une vie de travail et de sacrifice, j'ai été licenciée sans ménagement. Mes économies fondaient, mes forces aussi. J'ai pris le train jusqu'à chez ma fille Elodie, espérant qu'elle m'accueillerait comme une mère le mérite. Mais à peine la porte ouverte, son mari Julien m'a fixé avec froideur. « On ne veut pas de bouche supplémentaire à nourrir », a-t-il craché. Elodie n'a pas levé les yeux. Ce silence m'a poignardé plus que les mots. Je suis restée figée, incapable de parler. J'attendais un geste, un signe d'amour, un « entre, maman ». Il n'est jamais venu. Julien m'a tendu ma valise, qu'il avait déjà ressortie de la voiture. J'étais humiliée, rabaissée, rejetée par ma propre chair. Mon regard a croisé celui d'Elodie une dernière fois. Elle a reculé. J'ai compris que j'étais devenue une étrangère dans la vie de ma fille. Je suis repartie dans la nuit, le cœur broyé, le monde s'effondrant sous mes pas. Il pleuvait ce soir-là. Mon manteau était trop fin, mes chaussures pleines d'eau. Je n'avais nulle part où aller. Je me suis assise sur un banc, sous l'abribus désert. Des bus passaient, des gens entraient et sortaient, évitant mon regard. J'avais honte. Pas de ma pauvreté, mais de ce que l'on m'avait fait. Le ventre vide, je me suis allongée sur le bois glacé, enroulée dans mon foulard. Je n'étais plus une mère. J'étais une vieille femme de trop. Le sommeil ne venait pas. Le bruit, le froid, la peur. Chaque voix me faisait sursauter. Mon sac posé contre ma poitrine, je m'accrochais à mes souvenirs pour ne pas sombrer. Je revoyais les anniversaires d'Elodie, les berceuses, les premiers pas. Tout cela avait-il vraiment existé? Où étais-je tombée pour en arriver là? À chaque battement de cœur, je me demandais si quelqu'un finirait par me tendre la main, ou si j'allais disparaître ici, dans l'indifférence. Le matin suivant, je me suis réveillée avec le dos en feu et les jambes engourdies. Le monde autour de moi continuait comme si je n'existais pas. Une femme bien habillée a tourné les talons en me voyant. Un jeune homme m'a lancé une pièce sans même me regarder. Je n'étais plus qu'une ombre, un déchet sur le trottoir. J'avais passé ma vie à servir les autres, à aimer sans compter. Et voilà ce qu'il me restait, un banc et des regards fuyants. J'ai tenté de me lever, mais mes jambes m'ont trahi. Une douleur sourde dans les articulations m'a fait grimacer. Je me suis accrochée à la rambarde du bus, m'obligeant à rester digne. Dans mon sac, il ne restait qu'un vieux mouchoir et une photo froissée d'Elodie enfant. Je l'ai regardée longuement. Je ne comprenais plus. Où avais-je échoué? Comment une mère pouvait-elle finir ainsi? Mais au fond de mon désespoir, une petite voix murmurait « Tu n'es pas fini ». À la tombée du jour, affamée et tremblante, je me suis dirigée vers l'arrière d'un restaurant. Les odeurs de nourriture me donnaient presque le vertige. J'ai attendu que les employés aient le dos tourné pour fouiller timidement dans une poubelle. J'avais honte, mais je n'avais plus le choix. Une voix m'a arrêtée net, « Vous avez faim ?» C'était une femme d'une soixantaine d'années, habillée simplement mais proprement. Elle s'appelait Lucienne. Elle m'a tendu une boîte de restes, puis a ajouté doucement, « Revenez demain, je crois que je peux faire quelque chose pour vous », et elle m'a donné une adresse. Cette phrase m'a réchauffée plus que la nourriture elle-même. Lucienne ne m'a pas posé de questions, elle a simplement souri. Elle m'a parlé comme si j'étais encore quelqu'un. J'ai passé la nuit dans un hall d'immeuble, serrant cette boîte comme un trésor. Pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi quelques heures sans sursaut. Une main m'avait été tendue. Peut-être que le monde n'était pas entièrement fait de cruauté. Je me suis accrochée à cet espoir comme on s'accroche à une bouée en pleine mer. Le lendemain matin, je suis retournée à l'adresse que Lucienne m'avait donnée. C'était un immeuble cossu, avec des vitres brillantes et un sol en marbre. Elle m'a accueillie dans l'arrière-cour, m'a donné un chiffon et m'a dit « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est honnête ». J'ai commencé à nettoyer les rampes, les portes, les marches.
Mes doigts, engourdis par le froid, retrouvaient un but. Chaque geste me ramenait à la vie. Je n'étais plus une mendiante. J'étais une femme qui travaillait. Lucienne passait de temps en temps, me glissant un mot gentil, un café chaud. Je pleurais en silence, la tête baissée, laissant tomber mes larmes sur le carrelage. Mais ces larmes n'étaient plus de désespoir. Elles étaient celles d'une femme qui renaît doucement. Le balai dans mes mains était devenu un symbole. Celui de ma résistance. Celui d'un avenir encore possible. Et même si je n'avais rien, à cet instant, j'avais l'essentiel, la dignité retrouvée. Alors que je frottais les vitres du hall, un homme en costume s'est arrêté devant moi. Il m'a observé sans un mot, intrigué. Puis il m'a demandé calmement, « C'est vous qui nettoyez ici ?» Je me suis redressée, essuyant mes mains sur mon tablier. « Oui, monsieur. » Il s'appelait Monsieur Delattre, le propriétaire. Il m'a demandé de le suivre jusqu'à son bureau. Mes jambes tremblaient, mais je l'ai suivi, sans comprendre pourquoi. Dans un bureau chaleureux, il m'a demandé mon histoire. Je lui ai tout raconté. Sans détour. Sans mentir. Il m'a écouté, en silence, les bras croisés. Puis il m'a regardé longuement, avant de me dire, « J'ai besoin d'une concierge de confiance dans un autre immeuble. Logement inclus. Vous acceptez ?» Je suis restée sans voix. Puis j'ai murmuré, « Oui. » Et un sourire, timide mais sincère, s'est dessiné sur mon visage. C'était peut-être le début de ma résurrection. Le lendemain, j'ai récupéré les clés de mon nouveau logement. C'était une loge modeste en rez-de-chaussée, attenante à un vieil immeuble de 4 étages. Les murs étaient nus, le sol un peu froid, mais il y avait un lit propre, un évier et une petite fenêtre qui laissait passer la lumière du matin. J'ai posé mon sac sur la chaise et je me suis assise, les mains sur les genoux, le cœur battant. Ce n'était pas un palais, mais c'était à moi. Pour la première fois depuis longtemps, je pouvais fermer une porte derrière moi et respirer sans crainte. J'ai pleuré longtemps, la tête entre les mains. Chaque geste dans cet espace prenait un sens nouveau. Faire bouillir de l'eau. Ranger mes affaires. Plier mes vêtements. Je n'avais presque rien, mais je le faisais avec un soin infini, comme si chaque objet témoignait de ma reconstruction. Le soir venu, je me suis allongée et j'ai regardé le plafond, sans peur du froid, des rats ou des insultes. Un calme nouveau m'envahissait. Pas de luxe, pas de confort, mais une dignité retrouvée. Et ce simple toit au-dessus de ma tête était devenu ma première victoire contre l'abandon. Dès le premier matin, je me suis levée avant le lever du soleil. Je balayais les couloirs, lavais les vitres, réparais les poignées cassées, notais les pannes. Les locataires me croisaient sans vraiment me voir, mais certains me saluaient avec un sourire. J'accomplissais chaque tâche avec rigueur, avec silence. Je n'attendais plus de reconnaissance. J'avais compris que le respect ne se demande pas, il se construit, petit à petit. Et au fond de moi, la blessure laissée par Élodie restait vive, mais je refusais qu'elle me définisse. Le soir, je buvais un thé en regardant les gens rentrer chez eux. Des couples, des familles, des enfants. Je me demandais souvent si Élodie allait bien, où elle vivait, si elle pensait à moi. Mais je n'osais pas appeler. Pas encore. Je faisais comme si je l'avais oublié, alors qu'en réalité, chaque visage de jeune femme que je croisais réveillait sa mémoire. Mais je me forçais à avancer. Je m'étais relevée seule, et je ne voulais plus tomber. Même dans la solitude, je restais debout. Un matin, comme tous les autres, je distribuais le courrier. Les noms défilaient entre mes mains sans importance jusqu'à ce que mes yeux s'arrêtent brusquement. On montait Élodie. Mon cœur s'est figé. Mes doigts ont tremblé. Ce nom, je le connaissais par cœur. C'était elle. C'était ma fille. Elle vivait ici. Dans cet immeuble. Dans M1 immeuble. Le choc m'a coupé le souffle. Le destin venait de me jouer un tour cruel. Je me suis accrochée à la boîte aux lettres pour ne pas tomber. Mon regard s'est perdu dans le vide.
J'ai tenté de rationaliser, peut-être une coïncidence? Non. C'était bien son écriture. Son nom. J'ai respiré profondément et j'ai glissé le courrier dans la fente. Puis je suis reparti comme si de rien n'était. Mais à l'intérieur, c'était un ouragan. Je vivais à quelques mètres de celle qui m'avait laissé dans la rue, et elle ne le savait même pas. Quelques jours plus tard, je l'ai vue. Elle descendait les escaliers, un sac de course à la main. Mon cœur s'est arrêté net. C'était bien Élodie. Ses traits avaient un peu changé, mais c'était elle. Nos regards se sont croisés. Elle a rougi immédiatement, baissé la tête et accéléré le pas. Aucun mot. Aucun geste. Elle savait. Elle avait compris que j'étais là. Et elle m'a ignoré comme une inconnue dans la rue. Julien, lui, m'a regardé droit dans les yeux avec un sourire moqueur. Comme s'il savourait ma position. Concierge. Petite silhouette invisible dans leur quotidien. Il a passé la porte sans dire un mot, mais son silence était une provocation. J'ai serré les poings. J'aurais voulu hurler, leur rappeler qui j'étais. Mais je me suis contenue. Je n'étais plus cette femme humiliée. J'étais une femme en reconstruction. Et j'allais leur montrer, un jour, qui était vraiment de trop. Julien a vite pris l'habitude de m'ignorer, sauf quand il avait besoin de se moquer. « Vous êtes encore là, Madame Propre » lançait-il en riant devant d'autres locataires. Il jetait parfois des miettes devant la porte exprès, sachant que c'était moi qui devais nettoyer. Élodie restait silencieuse. Elle ne le défendait pas, mais ne me défendait pas non plus. Chaque remarque, chaque ricanement était une blessure supplémentaire. Mais je ne montrais rien. J'encaissais en silence. Mes nuits étaient peuplées de souvenirs. Le jour où elle m'a appelée « maman » pour la première fois. Ses bras autour de mon cou, enfant. Comment avait-elle pu devenir si distante? Était-ce lui qui l'avait changée? Ou était-ce moi qui ne l'avais pas vue dériver? Je n'avais pas de réponse. Mais je savais une chose, je n'allais pas courber l'échine. J'avais souffert. Maintenant, je regardais. Et j'attendais. Le moment juste. Le moment où le vent tournerait. Un après-midi, alors que je m'apprêtais à monter l'escalier pour réparer une lampe, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Une voix grave m'a salué, très poliment. C'était un notaire. Il me demanda si je connaissais un certain monsieur Vautrin. Mon cœur s'est serré. Bien sûr que je le connaissais. Un vieux voisin solitaire, que j'avais aidé durant les confinements, en lui apportant des repas, en lui tenant compagnie. Il était décédé. Et il avait laissé quelque chose pour moi. Je me suis rendue à son cabinet le lendemain. Le notaire m'a tendu une enveloppe et un trousseau de clés. Il m'a expliqué que monsieur Vautrin m'avait légué un petit appartement dans le 14e arrondissement, ainsi qu'un compte épargne qu'il avait ouvert à mon nom. Je suis restée sans voix. C'était modeste, mais c'était bien réel. Je ne savais pas quoi penser. De la gratitude, oui. Mais aussi un vertige, pour la première fois depuis longtemps, je tenais en main un levier. Une possibilité. Et peut-être, une revanche. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Assise sur mon lit, l'enveloppe posée à côté de moi, je fixais le plafond, envahi par une pensée que je n'osais formuler à voix haute. Et si? Et si je rachetais l'immeuble? Ce même immeuble où vivaient Élodie et Julien, où j'étais traitée comme une ombre. C'était insensé. Mais le montant laissé par monsieur Vautrin, ajouté à mes économies et à ma retraite, pourrait constituer un apport. Mon cœur battait si fort que j'en avais la gorge serrée. Et dans ce vertige, une lueur s'allumait, la possibilité de reprendre le contrôle de ma vie. Le matin venu, j'ai pris rendez-vous avec un avocat. Je lui ai exposé mon idée avec calme, même si à l'intérieur, j'étais terrifiée. Il a fait les calculs, consulté les registres, m'a regardé longuement. C'est risqué, mais pas impossible. Ces mots m'ont électrisé. J'ai signé les premiers papiers, déclenché la procédure.
Chaque étape me rapprochait d'un bouleversement. Je ne voulais pas me venger, pas encore. Mais je voulais me redresser, dans la lumière. Et leur montrer que la concierge était bien plus qu'un balai et un tablier. 3 semaines plus tard, je suis entrée dans le bureau du notaire, le cœur battant à tout rompre. J'avais mis mon tailleur gris, noué mes cheveux, et dans ma main tremblante, je tenais un stylo. Devant moi, le contrat. Tout était là, noir sur blanc. L'immeuble était à vendre. Et j'étais prête à l'acheter. J'ai signé lentement, chaque lettre traçant une nouvelle page de ma vie. Quand j'ai levé les yeux, le notaire m'a souri. « Félicitations, madame. Vous êtes désormais propriétaire. » Je suis sortie dans la rue sans un mot, submergée par un mélange de vertige et de puissance. J'avais vécu dans la peur, dans la saleté, dans l'oubli. Et aujourd'hui, je possédais les murs mêmes qui avaient été témoins de ma misère. Le poids des clés dans ma poche était immense. Ce n'était pas seulement du métal. C'était mon passé, mon humiliation, ma souffrance, transformée en pouvoir. Mais je ne courais pas crier ma victoire. Non. J'allais rester dans l'ombre encore un moment. Et agir en silence. Je n'ai rien changé à mon apparence. Je continuais à porter mon tablier, à balayer les couloirs, à saluer les locataires avec mon éternel sourire discret. Personne ne se doutait de rien. Pas même Élodie. Pas même Julien. Mais en secret, j'avais lancé un audit complet de tous les baux. J'avais engagé un gestionnaire pour revoir les loyers. Et j'avais demandé un rapport détaillé sur chaque appartement. Quand j'ai vu les chiffres ridicules que Julien payait, j'ai su que l'heure approchait. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas tremblé. Je me suis assise à ma table, dans ma petite loge, et j'ai signé les nouveaux contrats. Julien allait recevoir une lettre. Froide, officielle, sans émotion. Juste les faits. Une augmentation drastique de son loyer, légale, justifiée. Rien de personnel, mais tout était personnel. Je n'allais pas frapper. Je n'allais pas crier. Je n'avais pas besoin. Cette fois, ce seraient eux qui trembleraient. Et moi, je resterais droite, silencieuse. Implacable. La lettre est partie un jeudi matin, glissée dans la boîte aux lettres de Julien comme une missive banale. Mais son contenu ne l'était pas. Une révision du bail, un nouveau montant dû, multiplié par 3. La justification était claire, marché réévalué, charges augmentées, contrat expiré. Tout était légal, propre, irréprochable. Je n'avais ajouté aucune signature personnelle. Juste une enveloppe, noire comme mes nuits d'autrefois. Ce jour-là, en distribuant le courrier, je l'ai vu la lire depuis le hall. Ses sourcils se sont froncés, sa mâchoire s'est crispée. Il a claqué la porte de l'immeuble si fort que les murs ont vibré. J'ai entendu ses cris derrière la porte de son appartement. Élodie ne disait rien. Le choc était lancé. Mais moi, je suis restée calme. Je suis allée arroser mes plantes comme chaque matin. J'avais attendu ce moment. Pas pour me venger de façon brutale, non. Mais pour que la balance s'équilibre enfin. Ce n'était pas de la haine. C'était une réponse. Froide, silencieuse, mais juste. Le lendemain, alors que je passais la serpillière dans le hall, Élodie est sortie précipitamment de l'appartement. Son visage était pâle, ses yeux gonflés. Elle m'a vue et a figé. Elle a hésité, puis s'est approchée. Elle a chuchoté, presque honteuse, « C'est vous qui avez envoyé ça ?» J'ai gardé le silence. Je l'ai regardée droit dans les yeux, sans colère, sans pitié. Elle a baissé la tête. Le même geste que ce jour sous la pluie, quand elle ne m'a pas défendu. Le passé se rejouait, mais les rôles avaient changé. Julien est sorti à son tour, furieux, tenant la lettre froissée à la main. Il m'a hurlé dessus, « C'est quoi cette blague ? Vous voulez qu'on parte ou quoi ?» Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de continuer à laver le sol, centimètre par centimètre.
L'humiliation qu'il m'avait infligée n'était pas oubliée. Mais je n'avais pas besoin d'élever la voix. Ma présence suffisait. Ils comprenaient enfin ce que signifie être impuissant. Ce qu'ils m'avaient fait vivre, ils allaient maintenant le ressentir. Le soir même, Élodie est venue frapper à ma loge. Elle portait un vieux manteau et ses cheveux étaient attachés à la hâte. Elle tenait une lettre à la main, différente de celle du gestionnaire. Elle me l'a tendue, mais je n'ai pas bougé. Alors elle s'est mise à parler. Je sais que j'ai été horrible. Je le sais, mais je ne savais pas que tu vivais là. Je pensais que tu avais trouvé un endroit ailleurs, je voulais appeler. Mais j'avais honte. Sa voix tremblait. Elle ne jouait pas. Elle disait la vérité, enfin. Elle s'est mise à pleurer. Des sanglots silencieux, douloureux, sincères. Elle a raconté les dettes, Julien, la pression, les disputes. Elle avait peur de tout perdre. Peur de redevenir celle qu'elle était avant, celle que moi j'avais élevée avec tendresse. J'ai écouté sans un mot. Mon cœur battait fort, serré entre la douleur du passé et l'émotion présente. Elle n'était plus la femme dure et froide que j'avais vue sur le pas de sa porte. Elle redevenait ma fille, mais j'ignorais encore si j'étais prête à l'accueillir. Le lendemain matin, j'ai attendu qu'Élodie parte travailler. Puis je suis montée jusqu'à leur étage, une enveloppe à la main. J'ai glissé à l'intérieur les copies des actes notariés. Les preuves. Le titre de propriété à mon nom. Je n'ai pas laissé de message, pas de note. Juste la vérité, brute, nue. À midi, j'ai entendu des pas précipités dans l'escalier. Élodie est arrivée à ma loge, la main tremblante, les papiers froissés. Elle m'a regardée, bouleversée. C'est toi. Tu es la propriétaire? Je n'ai pas nié. J'ai simplement hoché la tête. Elle est restée là, figée, comme si le monde s'écroulait à ses pieds. Pourquoi tu fais ça? A-t-elle murmuré. Et moi, j'ai répondu calmement, parce qu'un jour, je t'ai tendu la main. Et tu m'as laissé sous la pluie. Elle a baissé les yeux, submergée par le poids de sa propre faute. À cet instant, elle a compris que tout ce qu'elle avait méprisé s'était relevé plus fort qu'elle. Et que cette femme invisible, balayée comme une poussière, détenait désormais le pouvoir. Julien a refusé de se soumettre à l'augmentation. Il a crié, menacé, insulté. Il pensait pouvoir me faire peur. Mais je n'étais plus la femme brisée qu'il avait vue sur le trottoir. J'ai enclenché la procédure légale. Lettre recommandée. Mise en demeure. Dépôt au tribunal. Il n'y avait pas d'échappatoire. Un mois plus tard, l'huissier est passé leur remettre l'avis d'expulsion. La colère de Julien était palpable, déchaînée. Mais la loi était de mon côté. Le jour de leur départ, j'ai regardé par la fenêtre de ma loge. Élodie portait un carton. Julien traînait une valise, furieux, le visage fermé. Ils ne m'ont pas regardé. Mais je les ai observés. Non par plaisir, mais pour graver cette scène en moi. Le renversement. Le juste retour. Je n'avais pas eu besoin de me venger dans le bruit. J'avais simplement laissé la vérité faire son chemin. Et ce jour-là, je me suis sentie libre. L'appartement qu'ils avaient occupé est resté vide quelques jours. Je passais devant sans m'arrêter. Il résonnait du silence d'un passé clos. Puis un couple s'est présenté, une jeune femme et son bébé. Elle était polie, douce, un peu perdue. Je lui ai tendu les clés sans poser de questions. Elle s'est installée, et avec elle, une autre atmosphère. Plus légère, plus humaine. Je l'ai aidée à accrocher ses rideaux, à réparer une étagère. Elle me regardait avec gratitude. Chaque soir, je regardais la lumière allumée dans leur cuisine, les rires du bébé. Cela me rappelait quelque chose. Une chaleur ancienne. Une tendresse oubliée. Et je me suis dit que peut-être, dans cette boucle étrange qu'était ma vie, quelque chose s'était enfin réparé. Je n'étais plus dans la vengeance. J'étais dans la reconstruction.
Et ce vide laissé par Élodie commençait doucement à se remplir autrement. Avec douceur. Avec silence. Avec paix. Un matin d'automne, en ouvrant ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une enveloppe à mon nom. L'écriture tremblante m'a glacée, c'était celle d'Élodie. Je suis rentrée dans ma loge, j'ai posé la lettre sur la table sans l'ouvrir tout de suite. Pendant de longues minutes, je l'ai regardée, immobile, comme si son poids seul suffisait à réveiller toute ma douleur. Finalement, d'une main lente, j'ai rompu le silence du papier. Les premières lignes étaient des excuses. Des mots simples, maladroits, mais sincères. Elle me disait qu'elle regrettait tout, qu'elle avait honte. Elle expliquait que Julien était parti, qu'elle avait perdu son emploi, et qu'elle vivait seule dans un petit studio. Elle disait penser à moi chaque jour. Qu'elle rêvait de me revoir, de me dire « maman » sans trembler. Elle n'attendait rien, ajoutait-elle, juste la chance d'être pardonnée un jour. J'ai refermé la lettre, les yeux embués. Ce n'était pas une demande. C'était un cri. Et même si mes blessures n'étaient pas refermées, ce cri-là, je l'ai entendu. Et au fond de moi, quelque chose s'est déplacé. Les jours ont passé, remplis de gestes simples, arroser les plantes, balayer la cour, offrir un bonjour aux locataires. Mais depuis la lettre, chaque silence était habité. Je relisais les mots d'Élodie dans ma tête en nettoyant les rampes, en buvant mon thé, en fermant les volets. J'avais bâti une paix fragile, fondée sur le détachement, sur l'oubli volontaire. Et voilà qu'elle menaçait de tout fissurer. Pourtant, je ne pouvais pas faire comme si je n'avais rien lu. Je n'étais pas faite pour la haine. Et je restais une mère. Un soir, en rangeant une vieille boîte dans le fond de mon armoire, j'ai retrouvé une photo, Élodie bébé, endormie contre ma poitrine. Mon cœur s'est serré. Tout ce que nous avions été, tout ce que nous aurions pu être, revenait comme une marée lente. Je me suis assise, la photo dans les mains, et j'ai pleuré. Pas de colère, pas de vengeance. Juste une tristesse calme, profonde, ancienne. Ce n'était pas encore le pardon. Mais ce n'était plus le rejet. C'était un commencement. 3 jours plus tard, alors que la pluie tambourinait contre les vitres, on a frappé à ma porte. J'ai ouvert. C'était elle. Élodie. Seule. Amaigrie, le regard éteint. Elle n'a rien dit. Elle m'a juste tendu une vieille photo, nous deux, dans un jardin, elle sur mes genoux, riant. J'ai pris l'image sans parler. Le silence entre nous était lourd, mais pas hostile. Elle m'a murmuré, « Je suis désolée. J'ai été une fille indigne. » Sa voix s'est brisée. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assises face à face, comme 2 étrangères pleines de souvenirs. Elle m'a parlé de ses nuits blanches, de ses regrets, de sa solitude. Je l'écoutais, le cœur serré, les mains nouées sur mes genoux. Rien ne pouvait effacer le passé. Mais sa présence là, humble, sincère, valait plus qu'un long discours. Je ne lui ai pas répondu tout de suite. Je l'ai regardée longtemps. Et, lentement, je lui ai tendu une tasse de thé. Ce geste valait toutes les réponses. Cette nuit-là, nous avons parlé longuement. Élodie m'a ouvert son cœur comme jamais auparavant. Elle m'a raconté son mal-être, sa peur de ne pas être à la hauteur, son sentiment d'échec constant dans sa vie de femme et d'épouse. Elle m'a dit que Julien l'avait vidée de toute confiance, de toute lumière. Moi, je l'ai écoutée, sans jugement, avec une douleur ancienne que ses mots réveillaient doucement. Nos silences valaient autant que nos phrases. Nous étions 2 femmes cassées, cherchant une façon de se recoller. Ce n'était pas encore un pardon. C'était une trêve. Je lui ai raconté mon errance, le banc sous la pluie, la honte de fouiller les ordures. Elle pleurait en silence. Elle me tenait la main. Il n'y avait pas de rancune dans ses yeux, juste du regret. J'ai senti que le lien se retissait, fil par fil, fragile encore, mais réel. Le passé ne disparaîtrait pas, mais il pouvait cesser d'être une prison. Nous avons terminé la nuit autour d'un potage réchauffé, dans ma petite cuisine,
comme deux étrangères apprenant à se connaître. Ce n'était pas un nouveau départ. C'était un premier pas. Dans les semaines qui ont suivi, Élodie revenait de temps en temps. Toujours discrète, toujours respectueuse. Elle avait trouvé un petit travail dans une boutique de fleurs. Elle louait une chambre sous les toits, mais disait qu'elle dormait mieux. Elle avait retrouvé un peu de cette douceur qu'elle avait enfant. Parfois, elle me déposait une tarte sur le pas de la porte, parfois une lettre. Il n'y avait plus de tension, juste une attente douce, une reconstruction lente. Et moi, je l'accueillais comme on accueille un rayon de soleil timide après un long hiver. Je ne cherchais plus à comprendre pourquoi elle m'avait rejetée. Je voyais seulement la femme qu'elle devenait. Plus simple. Plus vraie. Sans Julien, elle respirait enfin. Et moi, je n'étais plus seulement la concierge, ni la mère abandonnée. J'étais redevenue un repère. Une présence. Je continuais mon travail avec calme, mais le cœur était plus léger. Ce que j'avais reconstruit en moi, elle ne pourrait plus jamais le détruire. J'étais debout, et cette fois, pour de bon. Aujourd'hui, je suis toujours dans la loge. Je vis avec peu, mais dans la paix. Les locataires me saluent avec respect, certains m'apportent des fleurs, d'autres me demandent conseil. Personne ne se doute de tout ce que j'ai traversé. Et c'est mieux ainsi. Je n'ai jamais crié ma souffrance. Je n'ai jamais réclamé justice. Mais elle est venue. Pas par vengeance, par rétablissement. Je suis restée silencieuse. Et le silence m'a protégée. Ma fille revient parfois dîner. Elle m'appelle maman, avec tendresse, presque avec crainte. Il y a toujours un moment d'émotion dans ses yeux quand elle me regarde. Je ne lui ai jamais rappelé ce qu'elle m'a fait. Ce n'est plus nécessaire. Elle sait. Et moi, j'ai pardonné sans oublier. Parce que la vraie victoire ne fait pas de bruit. Elle se vit dans le cœur. Et dans ce cœur, désormais, il n'y a plus de colère. Il y a la paix. Tu as aimé cette histoire? Dis-nous ce que tu en as pensé dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo, on publie toujours de nouvelles histoires. À très bientôt.